mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Swami Siddeshwarananda de l'ordre Ramakrishna sur la méditation selon le Yoga Vedanta à la librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien Maisonneuve. Voilà ce livre qu'on peut trouver, je pense, sur Internet. Donc, je lis, je découvre en même temps que je lis et je commente, je digresse. Voilà, je délire, diront certains. Et c'est peut-être le cas d'ailleurs. Et voilà, j'essaie de rapprocher ces lectures qui sont très variées. Hein. Là, il se trouve que c'est sur le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Mais ça peut être sur le soufisme, sur le judaïsme, sur le christianisme, sur, ou d'autres ouvrages politiques. Voilà. Simplement, c'est en lien avec le site que je développe, mécaniqueuniverselle.net, et qui s'occupe principalement d'essayer de décrypter le sens de l'humanité, où nous allons, la finalité de l'humanité. Voilà ces trois questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? C'est en fait les trois grandes questions que l'humanité se pose depuis très longtemps. Alors il se trouve que maintenant la science a pris le relais des interrogations qui avant étaient faites par des chamans, par des philosophes, etc. Bon, maintenant c'est des anthropologues qui vont répondre à une partie de la question, des psychologues pour qui sommes-nous, et des physiciens pour répondre à la question où nous allons. Enfin, voilà, quelle est l'orientation de l'univers, par exemple, ou la constitution de l'univers. Voilà, et alors, la réflexion que j'essaie de développer essaye d'être, selon l'ère du temps, le plus logique possible sur la mécanique universelle. J'essaie de démontrer que mécaniquement, l'humanité, si tout va bien, s'il n'y a pas d'accident, mais je ne crois pas à un accident, je ne crois pas à un accident définitif qui interromprait l'évolution de l'humanité. Je pense qu'il y a un sens à cette création, à la création de l'univers, qui a projeté donc cette matière dans cet espace qu'est l'univers, et à un certain moment de cette évolution, pour ce que nous en savons, peut-être ça s'est produit ailleurs, etc. Mais bon, pour l'instant, on peut penser qu'il n'y a que sur la Terre que la vie s'est constituée, et c'est pas sûr hein, du tout, c'est peut-être même le plus probable, c'est que la vie se soit constituée ailleurs aussi, mais la vie se constitue, donc elle était en potentialité avant que l'univers soit projeté derrière ce Big Bang, ou voilà, je ne sais pas comment ça, où en est la physique actuelle, mais si on reste sur l'idée d'un Big Bang, c'est-à-dire une projection, avant c'est le vide, une sorte de vide palpitant, puis d'un seul coup l'univers se projette, et donc si dans cet univers
il y avait la possibilité de la vie, donc dans un premier temps, donc d'un écosystème, la possibilité d'un écosystème, tout ce qui allait pouvoir former un écosystème, l'eau, etc., l'air, l'oxygène, etc., tout ça était potentiel déjà. Après, la vie apparaît, la vie évolue, elle part en évolution, et au bout de plusieurs millions d'années, l'espèce humaine sort d'une autre espèce, de notre modèle de vie, du système primate, et on se développe, on développe une conscience, on développe une raison, une intelligence. Donc tout ça, c'était potentiel déjà dans la première... juste avant le Big Bang, c'était déjà présent dans la potentielle, c'était déjà potentiel là-dedans. Et donc, on arrive avec la possibilité d'un questionnement, une obligation de questionnement et une possibilité de résoudre progressivement ces questionnements, de répondre à nos questions, donc de répondre à qui sommes-nous, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous. Et c'est quand même extraordinaire d'imaginer que si par exemple nous étions conçus comme des mollusques, si voilà la forme humaine ça avait été au lieu d'être faite d'os et voilà, on aurait été fait d'une matière qui à sa fin se disparaît, s'évapore, je ne sais pas, on n'aurait jamais pu comprendre notre histoire. Parce que le temps que se développe notre cerveau suffisamment pour se poser ces questions, analyser, garder en mémoire, retenir, voilà, écrire, etc., pour engranger des connaissances, on n'aurait jamais pu savoir d'où nous venons. C'est parce qu'on est constitué d'os que ces os, on les retrouve, on peut retrouver des crânes, on peut, etc., etc. Donc il y a quelque chose qui fait que, tel que c'est constitué, ça nous distille progressivement. Tout est organisé pour qu'on comprenne d'où nous venons, et même dans l'évolution de l'humanité. On n'a pas tous évolué de la même manière, alors qu'on appartient tous à la même famille, on est tous des frères en humanité, et je pense qu'on est frères avec les autres espèces de primates, et frères finalement avec le reste de la vie. On commence à en prendre conscience. On a eu la chance de ne pas évoluer de la même manière, c'est-à-dire que des tribus sont allées s'installer en Amazonie ou dans les steppes, dans les déserts de glace, etc. Et ont préservé un système de vie que nous connaissions à l'origine. Et donc, c'est une bénédiction qu'ils aient pu apporter à l'humanité au moment où nous avons commencé à aller étudier la partie des humains qui avaient acquis les moyens d'étudier, développer l'ethnologie, etc., la sociologie, des sciences qui étaient aptes à aller analyser les autres et analyser nous-mêmes, parce que on a évolué différemment, mais on n'est pas plus évolué. C'est l'humanité dans sa totalité qui évolue. Et bien, sans cette possibilité d'avoir
à peu près tous les modèles, tous les passages de l'humanité, on n'aurait pas pu comprendre non plus si on avait évolué tous au même rythme. Donc c'est quand même exceptionnel. Voilà. Bon, mon travail, même s'il s'intéresse à toutes les sciences, etc., il essaye, et à la politique du moment, voilà, au modèle que nous sommes en train de vivre. Il y a une partie qui s'intéresse aux médias, à la politique, à l'humanité telle qu'elle s'est développée politiquement, etc. Mais le fond de mon travail, c'est quand même cette réflexion sur cette finalité. C'est une réflexion spirituelle. Parce qu'en réalité, même si on est dans une phase de retrait spirituel, parce qu'on avait besoin de mettre à distance le spirituel pour développer le technique, pour développer la laïcité, tout un tas de valeurs, depuis un siècle ou deux, on met de côté progressivement le spirituel. Et là, depuis quelques décennies, on le met vraiment, vraiment de côté, même on le maltraite, il faut l'avouer. Parfois, il a raison, à juste titre, parce qu'il y a des choses qu'il doit aussi modifier, le spirituel. Il y a des choses qu'il doit faire évoluer dans ses dogmes, dans ses pratiques, dans ses pensées, dans ses interventions sur les autres. Mais la finalité, elle est spirituelle. La finalité, elle est, même si elle n'est pas religieuse, elle est, selon moi, selon la mécanique universelle, nous allons vers l'extase. Et l'extase, c'est ce que travaille depuis la naissance de la pensée spirituelle l'homme. L'homme travaille l'idée de l'extase. Bon, il a peut-être pris avec des produits au début, les chamans, etc. Mais je pense que, ayant fait ces expériences, peut-être accidentellement, d'extase, il a compris des choses qu'on ne peut comprendre qu'à travers l'extase, qu'à travers cet état d'extase. Parce qu'on sort de... Alors, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on parle de extase, c'est-à-dire sortir de soi. Si, bien sûr, le soi, c'est l'ego, oui, alors on sort de soi. Mais en réalité, on devient réellement... on prend possession réellement de soi. Mais ce qui prend possession de soi, c'est le divin qui est en nous. C'est la partie divine qui est en nous, qui est en chacun d'entre nous. Donc, dans l'état d'extase, on expulse, on met ex de soi l'ego. C'est l'ego qui sort de nous, et donc nous, on est simplement intégré de ce qui est le fondement. Mais en fait, c'est très bien vu de dire extase, parce qu'en fait, si on sort de soi notre ego, ce qui fait que nous sommes l'ego qui utilise cette forme d'existence, cette forme physique pour pouvoir travailler, se développer. Si on sort de soi, on laisse la place au vide mental, et dans ce vide mental, c'est le divin qui occupe ce vide, en fait. Donc on n'est plus soi, on a mis à l'extérieur, on a rejeté à l'extérieur le soi. Pardon. Alors je continue ma lecture. Aussi longtemps que nous n'aurons pas établi cette harmonie intérieure, nous ne pourrons connaître l'harmonie extérieure. Voilà. Donc, ce Swami préconise de chercher l'harmonie intérieure. Donc, de maîtriser son ego, justement. De pouvoir gérer être le maître de son esprit. Voilà, c'est ça qu'il préconise.
Donc, on ne peut pas connaître l'harmonie extérieure si on n'a pas l'harmonie intérieure. Et si le monde va mal, c'est parce que l'harmonie intérieure des hommes n'est pas encore résolue. Alors, on va vers cette résolution. La seconde forme de travail, la psychologie, est en train de travailler sur nos pathologies, des pathologies légitimes qui sont normales dans la transmigration de ce primate naturel en humain abouti. On est obligé on est porteur de pathologies. C'est légitime et ces pathologies nous servent à construire l'humanité. Elles nous servent à évoluer. Alors, mais c'est des pathologies, donc elles engendrent aussi la violence, le chaos, la destruction, les conflits, etc. etc. La mauvaise écoute d'autrui, les mauvaises relations, etc. Tout ce que le racisme, tout ce que l'humanité comporte, qu'on pourrait dire négatif, qu'on est obligé de dire négatif, même si ça sert aussi à construire le positif. Le négatif est un instrument du positif. Et donc, pardon. Et donc, et donc voilà, si l'humanité est dans cet état de chaos, c'est parce que ceux qui la construisent là sont dans un psychique de chaos, en fait. Et c'est pourquoi le néolibéralisme, le psychisme du néolibéralisme, des néolibéraux, de ceux qui construisent là l'humanité, est pathologiquement à l'image de ce qu'ils ont fait de ce monde, c'est-à-dire un monde, c'est un esprit de destructeur. Pour passer à un autre modèle, pour construire autre chose, ils ont cet esprit de destructeur. Et cet esprit de destructeur, ben voilà, il détruit en Occident les hôpitaux, les services sociaux, les syndicats, l'être humain, il le pousse à vivre comme ce néolibéralisme vit, c'est-à-dire dans un état d'addictologie. Ils sont addicts à l'argent, ils sont addicts au pouvoir, ils sont addicts, voilà, ceux qui font cette mondialisation, le côté négatif de cette mondialisation, sont addicts à quelque chose qui est insensé, parce qu'ils se réveilleront à la fin de leur existence, ils diront ben, j'ai rien vu passer, j'ai passé mon temps à être dans ce truc, c'est absurde, voilà, mais c'était nécessaire, il fallait, ils se sont sacrifiés finalement pour l'humanité, mais ils sont porteurs de pathologies, et ces pathologies, c'est ce qu'ils donnent à l'humanité. C'est pourquoi nous allons mal, c'est pourquoi l'humanité va mal, et au pire de cette humanité, elle n'a pas cessé pendant ces années de néolibéralisme de faire des guerres, finalement, quand on y réfléchit. Il y a eu l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen, maintenant la Russie, enfin l'Ukraine. Et ça n'a pas cessé, quoi. C'est incroyable. Donc il y a vraiment dans la psychologie de ces gens qui décident ça, quelque chose d'extrêmement pathologique. Voilà, c'est pourquoi s'ils ne sont pas, s'il n'y a pas, ils sont dans la désharmonie absolue. Et donc ils ont mis ce monde en désharmonie. On vit en désharmonie. Et donc là, les gens ont envie que d'une chose, c'est de repartir, de chercher une harmonie. Et ils n'ont plus envie d'aller travailler comme on les a fait travailler comme des malades à pas savoir pourquoi, quoi.
on a dégoûté l'homme du travail. Et maintenant, ils sont en train, ce néolibéralisme est en train de patauger pour essayer de ramener les gens vers l'esclavage après avoir fait des esclaves pendant 40 ans. C'est incroyable quand on y réfléchit. Donc il est insensé. On est gouverné par un système insensé. Le néolibéralisme est un système insensé. Et donc on est en train d'en sortir tout doucement, violemment, brutalement. Mais c'est ce qui se passe. Donc je continue. Or, d'après les psychologues modernes, il existe en chaque individu des centres différents de personnalité, des personnalités diverses. Ces personnalités entrent en conflit les unes avec les autres. Des chocs et des heurts se produisent entre ces forces contraires. Si nous voulons percevoir l'unité du dehors, il est nécessaire qu'au préalable, nous unifions toutes les forces du dedans. Voilà, ça c'est l'avenir de l'humanité. Alors, je pense qu'il y aura encore, on a encore besoin de construire, puisqu'on détruit, puisqu'on ne construit pas de façon consciente l'humanité, on construit de façon désordonnée, parce qu'on ne sait pas où on va, on n'a pas pris conscience de notre sens, de notre finalité. Tant qu'on n'aura pas pris conscience de notre finalité, on évoluera comme ça, par tentative, essai, erreur et rectification. Voilà. Par destruction et reconstruction. On n'est pas en train de faire on n'a pas la conscience de notre finalité. Et c'est ce que veut éclairer la mécanique universelle. Si notre but c'est d'atteindre la sagesse, la perfection, l'ultime perfection, eh bien on peut commencer à le travailler de façon consciente. C'est-à-dire qu'au lieu de fabriquer des objets qui sont avec des obsolescences programmées, on peut fabriquer des objets qui sont qui s'usent pas, quoi. Voilà, si on voulait vraiment. Alors, il a fallu passer par ce moment de débauche, de création d'objets. C'est ce qui fait que on a répandu des objets sur toute la planète. Et c'était important, ça a envoyé, ça a projeté du confort, une partie de confort de partout sur la planète. Et on a besoin. Le confort, c'est ce qui permet à l'esprit de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir, de ne pas être en survie totale, de ne pas passer son temps à être dans la survie, quoi. Donc on peut à ce moment-là passer sur le spirituel, être plus... donc voilà, c'était complètement logique, mais il faudra aller vers du durable, vers des énergies propres, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans les siècles qui arrivent. Voilà. Et donc, en même temps, on va travailler notre psychisme, on va travailler nos pathologies, justement, on va résoudre ce problème-là. Le sens de la vie humaine, pourquoi nous vivons, nous ne vivons pas évidemment pour aller travailler dans une mine, pour extraire des graines d'or pour quelques milliardaires au bout du monde. C'est absurde, on n'a pas à passer 10 heures de travail par jour, ou 12 heures comme le néolibéralisme a retrouvé des esclaves dans les pays sous-développés où il a délocalisé ses industries pour voilà, faire passer une vie entière d'un être humain jusqu'à sa mort dans son travail. Bon, on n'est pas fait pour ça. Là, donc tout doucement, l'humanité va prendre conscience de tout ça, va venir vers cette sagesse qui existait déjà avant, mais il y avait des côtés qu'on devait dépasser de l'esprit humain d'il y a 3, 4, 5 siècles ou millénaires. On avait certainement de la sagesse d'une partie,
mais aussi des choses qu'on devait dépasser. Et donc, le- le- la technologie nous a permis de dépasser un grand nombre de choses et d'apprendre à gérer notre, nos pulsions, etc. Il y a tout un tas de choses positives. Ces personnalités multiples constituent une véritable population que nous portons en nous. Le trouble de notre esprit n'est que la conséquence de ces désaccords. C'est incroyable. C'est ainsi que naissent, à l'occasion d'un conflit, l'animosité, l'anxiété, la haine, la peur, etc. Ces forces inférieures cherchent à exercer leur empire sur nous. Elles provoquent la confusion. La représentation que nous nous faisons du monde extérieur ne forme dans notre vie intérieure qu'une très petite partie du domaine mental. C'est la partie consciente. Il en existe une autre bien plus étendue, bien plus profonde. C'est l'inconscient ou le subconscient. Nous voyons combien il est important de travailler à notre purification complète. Mais c'est valable aussi pour l'humanité entière. Car si nous ne savons pas accorder les différents éléments de notre vie intérieure, il ne nous sera pas possible de percevoir l'harmonie du monde extérieur. Bien sûr, l'harmonie, elle est là, elle y est, elle est apte, mais même dans le chaos, elle est possible. Mais voilà. Du jour où nous prenons la décision de suivre le sentier spirituel, et ça viendra pour l'humanité. Voilà. C'est ce que je suis fier d'avoir découvert cette chose sur la mécanique universelle. Certaines choses dont je suis un peu fier. Heureux, on va dire. J'ai vu que les Grecs disaient tout homme cherche à atteindre le bonheur, le souverain bien. C'est la quête de chaque être humain. Et donc, j'ai seulement rajouté que si c'est la quête de chaque être humain, c'est la quête de l'humanité dans son ensemble, puisque l'humanité, c'est la quête de toutes les individualités globales. Donc, l'humanité cherche à atteindre le bonheur. Donc, l'humanité travaille à atteindre le bonheur, et donc l'humanité atteindra le bonheur. Voilà. C'est en fait une des démonstrations du fait que nous allons vers notre ultime perfection, le bonheur absolu, l'extase, la sagesse, l'éveil. Il nous est particulièrement recommandé de créer en nous une vie plus harmonieuse. Ça, intuitivement, nous le cherchons. Nous essayons, voilà, même si c'est en se tapant la tête contre les murs ou en faisant les pires conneries. La quête est la même, c'est atteindre un niveau de sagesse, un niveau de... C'est ça intimement, au fond. Nous devons à tout prix instaurer cet équilibre et extirper de notre mental tout souci, toute appréhension, toute crainte. Dans la vie quotidienne, chaque individu ne désire-t-il pas capter toutes les forces extérieures afin d'agrandir sa propre personnalité ? Supposez qu'un homme n'ait aucune notion de la vie spirituelle et que cependant il sente en lui l'action de cette énergie inconnue. Il ne pourra s'empêcher d'y réfléchir. Il essaiera de la comprendre et tentera de la maîtriser. C'est ce que nous faisons. Il y a toujours un moment où on va se surfer dans la vie. Ça va très tôt. Alors il y a des gens pour qui ça arrive très tôt. D'un seul coup, ils trouvent un truc de bonheur en parlant avec les autres, ou en étant seul dans les bois, ou en se promenant, ou en faisant n'importe quoi. Voilà, dans leur métier, en sculptant quelque chose, en travaillant le bois. Et ils sont heureux. Et ils veulent reproduire cette chose-là. Et ils rentrent dans cette spécialité, dans ce métier, ils vont reproduire cette chose pour atteindre le plus de bonheur possible. C'est naturel.
Aussitôt que nous commençons à méditer, nous devons apprendre à distinguer la force qui prédomine en nous. C'est dur de méditer, hein. C'est dur de se donner la volonté de méditer, de s'astreindre à méditer. Parce qu'on a, enfin je parle pour moi, tout le temps des choses à faire. J'ai tout le temps quelque chose à faire. J'ai tout le temps mieux à faire. Je voudrais faire des milliers de choses dans une journée. C'est absurde, c'est totalement absurde. Mais c'est mécanique. Voilà, il y a quelque chose qui pousse à ça. Pourquoi avons-nous toujours les mêmes réactions envers telle ou telle personne? Pourquoi nos désirs s'orientent-ils constamment dans une certaine direction? Ben voilà, etc. Les personnes, les réponses, nous ne les entendrons que dans les heures silencieuses de la méditation. Bon, eh ben, ça fait longtemps que je me dis il faut méditer, mais voilà, j'ai essayé quelques fois et je tiens un jour, 2 jours et j'abandonne. Nous ignorons encore jusqu'à quel point, dans notre comportement quotidien, nous sommes le jouet de nos dispositions particulières. Ce que nous appelons notre individualité, ce n'est pas autre chose qu'un centre extrêmement sensible d'attraction, raga, et de répulsion, vesa. Efforçons-nous de les vaincre toutes, les unes après les autres, dans le recueillement et le silence. Nous pourrons faire le point et savoir où nous en sommes. L'étude des Écritures et des textes sacrés nous donne une idée de ce que nous devrions être. Mais dans le tumulte et la fièvre de l'existence, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter et de faire appel à la réflexion. Cultivons l'habitude de penser à nos problèmes intérieurs. C'est ainsi que nous construirons en nous un nouveau caractère, un caractère spirituel. Et c'est marrant parce que la psychologie fait ce travail, a repris ce travail aussi, de façon laïque, ce travail que les spirituels ont préconisé. En fait, je fais un travail psychologique avec une psychologue formidable. Et elle a éclairé quelque chose que je n'avais pas compris jusqu'alors. Qu'en fait, quelques traumatismes de mon enfance ont mis mon état d'esprit en état d'hypervigilance, d'hyperveille, dans un état de stress post-traumatique permanent, que j'ai calmé durant toute mon existence, avec l'alcool, avec des choses comme ça, voilà, pour faire tomber ce stress qui était permanent. Et en fait, elle travaille avec moi depuis peu, depuis un mois peut-être, à déconnecter ces habitudes mentales, cette forme de pensée qui n'arrête pas de penser. Alors ça c'est très bien pour la création, ça a été formidable, ça a fait de moi une bombe de créativité, d'imaginaire, d'imagination. Mais mon cerveau ne fait que ça, il n'est pas présent au monde, il est très peu. Il est toujours dans l'état d'agitation mentale. Et donc, c'est déconnecter ce mécanisme, c'est éloigner ce mécanisme pour se déconditionner d'un mécanisme pour prendre un autre mécanisme. Et ça, les spirituels l'ont compris depuis 5000 ans, quoi. C'est incroyable, voilà. Donc il faudrait rendre à César ce qui appartient à l'hindouisme et aux autres religions. Lorsque notre vie se dirigera tout entière vers le but que nous nous serons imposés, et c'est valable pour l'ensemble de l'humanité, il nous sera beaucoup plus aisé de nous concentrer et de mettre en pratique pendant la méditation des conseils d'un ordre supérieur. Si nous ne nous soumettions pas à cette discipline,
les distractions qui nous sont propres ne manqueraient pas de s'inscrire en notre système nerveux. Nous créerions en nous de nouveaux réflexes. Il nous serait désormais interdit de fixer notre attention. C'est ce qui s'est passé pour moi. Pendant une certaine durée sur quelque sujet que ce fût. La méditation n'a pas pour résultat d'affaiblir ou d'atrophier notre mental, bien au contraire. Elle nous permet d'exercer sur nous une surveillance incessante. Ne faut-il pas que nous connaissions nous-mêmes, et pour y parvenir, nous devons recourir à la lumière de la raison. Bouddhi. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo. Non, je vais continuer jusqu'au bout et arrêter un peu plus loin. Quand Arjuna, en face de l'ennemi, sans le découragement s'emparer de lui, Krishna lui fait d'autres recommandations. Reste pur, sois intrépide. Suivons ce conseil. Avant le yoga du Seigneur, pratiquons pour nous purifier le yoga de la Bouddhi. Identifions-nous avec la raison. Nous entrerons ainsi en contact avec l'intelligence suprême. Cet exercice éveillera en nous une faculté latente. Nous pourrons isoler le substrat permanent, le centre supérieur qui demeure toujours au-delà de notre individualité. Pour nous étudier avec profit, nous devons prendre à notre égard une attitude scientifique et observer impartialement les forces qui se heurtent en nous. Aussi longtemps que nous n'aurons pas un idéal, et c'est valable pour l'humanité, c'est moi qui le rajoute, que nous conserverons la même tension intérieure et que nous continuerons à nous identifier avec notre moi actuel, comment pourrons-nous porter sur nous-mêmes un jugement correct? Point d'interrogation. Voilà. Je vais arrêter là et je reprendrai dans une autre vidéo la suite. Merci de votre écoute.